Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de travail d'un côté et de valeur de l'autre. De valeur ajoutée, on dirait, en termes économiques. Et c'est un article de McKinsey qui me pousse à vous parler de ce sujet parce que c'est lié avec les organisations, le leadership, votre travail, mon travail, donc c'est parfait. On va parler donc de valeur et de travail. Le titre de l'article s'appelle « In Pursuit of Value, Not Work ». Et donc je vous mettrai la référence de l'article dans les notes du podcast. J'ai fait une traduction de l'article, donc je vais vous lire certains passages et puis on va les commenter pour voir un petit peu de quoi il s'agit. La base de l'article, c'est la pratique McKinsey qui s'occupe de rendre les organisations agiles. Alors il y a une bonne partie en fait de l'article qui dit dans les organisations agiles et les approches agiles et les scrums et etc. etc. Mais en fait en lisant l'article, je me suis aperçu qu'à mon avis, c'est tout à fait applicable aux organisations qui sont pas agiles ou qui ne fonctionnent pas de manière agile. Et donc on commence évidemment l'article par une mention de cette pratique agile. Je vous lis l'article. Agile et Scrum n'ont jamais été aussi largement adoptés et ces méthodes donnent des résultats dans de nombreuses mesures de performance. Par exemple, dans notre enquête McKinsey, menée auprès de plus de 2000 participants, il a été démontré que les transformations agiles très réussies entraînent une augmentation de 30% de la satisfaction des clients et de la prise de décision opérationnelle, tandis que la vitesse de prise de décision était multipliée par 5 ou 10. Bon, évidemment, c'est une promesse agile, mais c'est quand la transformation agile réussit, et ce n'est pas pour toutes les entreprises, et ce n'est pas pour toutes les personnes. Pour avoir parlé avec quelques personnes qui ont fait ces transformations, on peut aussi parler des transformations d'entreprises plates, holacratie, entreprise Frédéric Laloux, vous voyez ce que je veux dire, entreprise plate, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. C'est pas facile à mettre en place. Principalement à cause de la résistance au changement et de la résistance à cette nouvelle manière de voir le travail et de travailler. Mais bon bref, donc, il faut un peu de pub pour Agile, on peut leur passer. Les approches agiles assurent une amélioration continue et rendent claires pour l'équipe les tâches à accomplir grâce à une cadence quotidienne et hebdomadaire. Elles offrent également la possibilité de réfléchir et d'améliorer la façon dont le travail est effectué. Mais voilà, le hic. Les équipes qui adoptent l'approche agile le font souvent avec une mentalité industrielle, axée non pas sur la valeur, mais sur le travail. Alors, voyez, vous reconnaîtrez, j'imagine, et je sais pas, le 100% de mes clients doivent se reconnaître là-dedans. Nous avons toutes et tous une approche industrielle. Industrielle pas dans le sens qu'on fait des pièces, mais on peut penser à un service à domicile ou à un hôpital ou à une entreprise informatique. Il faut livrer du travail. Il faut livrer de la presta pour des consultants. Il faut livrer des pièces. Donc, c'est un hic, à mon avis, pas seulement pour les entreprises agiles, mais pour les entreprises tout court. Souvent, dans les équipes agiles, donc à partir de maintenant, entre parenthèses, je vais enlever la partie agile, puis je vais dire dans les équipes. Par exemple, la phrase suivante de l'article, c'est dans les équipes agiles, l'attention est portée. En fait, je vais enlever agile et puis on va voir si ça s'applique aussi à nous. Souvent, dans les équipes, l'attention est portée sur l'achèvement du travail au détriment de la création de valeur. Il existe plusieurs symptômes de cette importance excessive accordée au travail au détriment de la valeur. Alors, il y en a 4. Premier, les listes de tâches ne sont que des listes de tâches. Et le statut est mesuré par l'achèvement de la tâche. Donc vous voyez que dans ce premier problème, il n'y a pas du tout de mention de valeur. C'est une tâche est une tâche comme une autre. Deuxièmement, l'efficacité est considérée comme plus importante que les résultats et l'accent est mis sur la rapidité. Ce qui a pour conséquence que l'objectif principal de la planification est de remplir la capacité de l'équipe pour la période à venir. Donc, c'est presque comme si on se moquait un peu de ce qu'on produit tant qu'on produit et qu'on est tous occupés. Troisièmement, les clients ne sont pas connectés aux équipes. La plupart des membres de l'équipe ne parlent pas du tout aux clients, jamais aux clients. Et les clients sont rarement présents lors des revues de planification. Quatrièmement, les résultats ne sont pas mesurés. Donc les outcomes, c'est ça le terme anglais de base. Il n'y a donc pas de définition claire et mesurable du succès au-delà de la vitesse. Au-delà du nombre de tâches. Aujourd'hui j'ai fait 10 tâches, c'est bien.
L'objectif est de produire des choses plus rapidement, plutôt que de viser des résultats, des outcomes définis. Alors, je pense qu'on se reconnaît tous à peu près là-dedans, y compris moi dans ma propre entreprise. Alors ensuite, il continue l'article en disant que les organisations s'éveillent à l'importance de la valeur, en particulier en utilisant une technique de définition des objectifs qui vient de chez Google, qui s'appelle OKR, Objectives and Key Results. En français, qu'on dirait objectifs et résultats clés. Et du coup, moi, en faisant cet épisode podcast, je me dis que il faut que je fasse, je vais me le noter, il faut que je fasse un épisode sur OKR, pour suivre un petit peu cet épisode-ci, peut-être d'ailleurs la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez aussi un peu une meilleure idée de ce que ça veut dire, cette fameuse méthode OKR. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Quelles occasions est-ce qu'on peut saisir pour passer d'une organisation qui s'occupe de tâches à une organisation qui s'occupe de valeurs ? Alors, il y a 4 opportunités. Alors, la première opportunité, c'est que la direction, en général, traite les équipes comme les rouages d'une machine. Et donc, les équipes n'ont pas de moyens de se concentrer sur la valeur plutôt que sur leurs tâches. Alors, l'opportunité, il y a un manque systémique de leadership dans la définition des problèmes de l'entreprise, la définition d'une vision et le positionnement d'une mission dans le contexte de la valeur. Pour certains managers, Agile, donc le travail, représente une opportunité de revenir à une approche de travail basée sur le temps et le mouvement. Frédéric Taylor. Donc les managers sont prêts à laisser les équipes décider de la manière dont elles travaillent, mais pas à lâcher le contrôle pour permettre aux équipes d'optimiser la valeur de ce sur quoi elles travaillent et quand. Une citation, « La valeur pour le client est une valeur commerciale, mais de nombreuses équipes se concentrent sur la production, la livraison de quelque chose, la sortie d'une nouvelle fonctionnalité. Elles ne s'engagent pas suffisamment avec le client. Elles n'expérimentent pas avec le client et ne livrent pas de véritables enseignements sur ce que le client apprécie ou non. » En parenthèse, client, c'est aussi le client interne. Si vous êtes un service informatique, si vous êtes un service RH, si vous êtes un service financier, si vous êtes, on peut imaginer un service logistique, si vous êtes un atelier de production et que vous donnez un atelier d'assemblage qui donne un atelier de packaging qui livre, voyez, on a toujours un client. Il y a toujours un client interne ou externe. Alors, l'article continue. Dans notre enquête mondiale auprès de... Alors là, on parle de praticiens agiles. 48% des personnes interrogées reconnaissent que dans leur organisation, l'objectif de leur équipe leur est transmis et qu'elles n'ont pas voix au chapitre. Et 44% des personnes interrogées ne sont pas d'accord pour dire que les membres de leur équipe ont le pouvoir de remettre en question les objectifs de l'organisation. Dans la budgétisation, 65% des personnes interrogées ne sont pas d'accord pour dire que le processus budgétaire de l'organisation sont transparents et qu'une équipe type comprend comment le processus budgétaire peut l'affecter. Vous voyez qu'on peut de nouveau enlever Agile. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles beaucoup de managers n'ont pas de budget, zéro budget. C'est la chasse gardée du directeur ou de la direction. Alors la solution, 3 étapes. Rendre les plans stratégiques de l'organisation transparents, évidemment, pour que les équipes puissent comprendre l'objectif derrière leurs efforts à eux, comment est-ce que mon effort est lié à la stratégie transparente de l'entreprise. Donner aux managers le pouvoir de prendre des décisions budgétaires, et puis donner aux développeurs, aux collaborateurs, le pouvoir de prendre des décisions en matière de conception, d'architecture et de livraison. Alors ça, c'est un peu le vocabulaire de développement, qui est souvent présent dans les organisations agiles. Enfin, l'agile est présent dans ces organisations-là. Mais vous voyez que tout ce qui est conception, architecture et livraison s'applique aussi à une entreprise de production. Ça, c'est la première opportunité. Donc, reconnecter l'équipe avec la stratégie de l'entreprise. Deuxième opportunité. Le travail est hiérarchisé en fonction de l'ampleur de la tâche, la durée, et de la capacité de l'équipe. L'équipe elle-même ne se concentre pas sur les mesures de la valeur. Alors, l'opportunité, c'est quoi ? Les équipes ne peuvent pas se concentrer sur la création de valeur parce qu'elles ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et pire, elles ne peuvent pas mesurer cette valeur. On remplit le backlog, on remplit les tâches, on s'assure de nouveau que tout le monde est occupé, mais occupé à quoi ? Quelle est la valeur de ce que font les gens ?
Dans notre enquête mondiale, on reprend l'article, 46% des personnes interrogées sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que lors de la planification, les équipes s'assurent que tout le monde est pleinement utilisé, ce qui évidemment est un problème, puisque l'utilisation c'est du travail, c'est pas forcément de la valeur. En outre, les équipes ont l'habitude de définir le succès ou de se sentir responsables en termes d'activité, en termes de livraison, en termes de donner des pièces par exemple d'un côté à l'autre, par opposition ou de préférence aux résultats et à la valeur. Le temps consacré à la définition des objectifs de l'équipe, de l'identité du client final et de l'objectif du travail de l'équipe est insuffisant. Une citation, « De nombreux cadres avec lesquels je m'entretiens se concentrent sur l'efficacité de l'équipe et me demandent de mettre en place des mesures qui mettent en évidence le gaspillage et les cas où les personnes ne sont pas utilisées à 100%. En réalité, en se concentrant sur le fait que tout le monde est occupé, ils suppriment la possibilité de travailler ensemble pour obtenir d'excellents résultats pour le client. Et lorsque l'équipe s'en rend compte lors d'une revue, lors d'un débriefing par exemple, il est souvent trop tard. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, il ne faut pas définir le succès en termes d'activité, mais en termes de valeur. Il faut réfléchir à la valeur. 3 éléments clés. Le manager doit travailler avec la direction pour définir clairement le succès de son équipe. Qu'est-ce que ça veut dire, le succès pour mon équipe ? Y compris des mesures mesurables, alors en anglais, mesures mesurables, ça sonne pas comme ça, mais voilà, avec des objectifs qui correspondent à ce que les clients apprécient. Deuxième élément clé, consacrer du temps et des efforts à la création d'une base de référence, de mesures de valeur. Et puis, troisième élément clé, célébrer l'impact sur ces mesures comme un succès, et non comme l'achèvement d'une tâche qui a occupé tout le monde. 100% d'utilisation n'est pas un bon signe. Donc, l'opportunité, c'est reconnecter l'équipe à la valeur de leur travail. Troisième opportunité. Alors, le coaching ou la gestion, alors dans leur cas c'est le coaching agile, mais dans l'autre cas c'est le coaching général, le management, est biaisé vers la mise en place d'une équipe bien faite au détriment d'une valeur bien livrée. Alors évidemment que le coaching d'une équipe est essentiel pour que l'équipe fonctionne bien, mais il est possible que ce coaching se concentre trop sur la bonne exécution du processus au détriment de l'accent mis sur la valeur. Dans notre enquête, dit McKinsey, 54% des personnes interrogées déclarent que leur manager, ou leur coach agile on dirait, passe beaucoup de temps à aider les équipes à faire de la méthode agile de la bonne manière, au lieu d'engager les équipes de manière à leur permettre de construire la bonne chose. C'est assez typique, par exemple, des approches qualité. Finalement, un qualiticien, son travail, c'est pas de s'assurer qu'on produit la bonne chose, c'est de s'assurer qu'on produit de la bonne manière. Et du coup, on dit, quand j'ai fait mes premières expériences en qualité, on disait la qualité, c'est s'assurer qu'on produit de la merde, mais alors de la bonne manière. Et alors c'est un tout petit peu vulgaire, mais vous voyez que cette phrase un peu choquante nous amène à nous poser la question de savoir, mais on produit bien, mais on produit quoi ? Quelle est la valeur de ce qu'on produit ? Et un exemple de cette façon de penser, c'est le jeu des reproches. La personne qui parle dit, on entend souvent, mon équipe a livré tout ce qu'elle pouvait. Mais le produit ne peut pas être mis en production parce que l'équipe de conception, l'équipe logistique, l'équipe des tests, une autre équipe de production, l'équipe des ressources humaines, l'équipe de finance n'a pas à faire leur partie. Mais mon équipe à moi, elle est parfaite. Vous voyez que dans la perspective de la livraison de valeur, cette manière de penser est pas possible, puisque la valeur c'est celle du client. Donc on doit se préoccuper du client et pas simplement de ma petite tâche dans mon petit coin. Alors la solution, pour les managers, il faut retrouver de la transparence. Il faut faire du contrôle de processus, mais par les équipes, et rattacher le processus à la valeur client. Deuxième élément clé, le coaching, le management d'équipe, le manager devrait aider l'équipe à comprendre la valeur directement. Par exemple, en travaillant avec eux sur ces fameuses valeurs de succès, basées valeur et pas basées tâche. Troisième élément, le manager doit s'assurer, il y a un lien entre le coaching et l'alignement avec l'organisation. Si votre équipe n'est pas alignée à l'organisation, alors évidemment, c'est plus difficile de produire de la valeur. Donc, cette troisième opportunité, c'est de reconnecter l'équipe à la valeur et à ce que ça veut dire, cette valeur pour leur travail. Quatrième et dernière opportunité, l'ensemble de l'équipe ne s'engage pas assez auprès des clients.
souvent, le manager, grave, mais l'équipe, presque encore plus grave, sont isolés et empêchés par la structure, par les processus, par la culture d'interagir réellement avec les clients. Par exemple, ce sont les vendeurs qui ont la relation, comment est-ce qu'on peut dire, exclusive avec le client. Donc ils deviennent et se sentent comme un rouage dans une machine. Du coup, si j'ai pas accès au client, je suis juste un rouage. Et du coup, mon travail perd du sens. Je peux pas m'engager avec le monde extérieur, avec le client, avec les bénéficiaires de ce que je fais. Et donc le problème, c'est que du coup, le manager, c'est un piètre, mais nécessaire substitut de l'interaction fréquente avec les clients. Alors, évidemment, cette situation peut devenir culturellement ancrée dans une organisation. De nombreuses entreprises pensent qu'elles savent mieux que quiconque et ne veulent pas s'engager avec les clients, préférant parler plutôt qu'écouter. Nous devons simplement leur dire aux clients ce qui est bien. C'est peut-être vrai, mais un dialogue continu peut aider à faciliter la transition du produit, donc la livraison du produit, l'adaptation du produit aux besoins du client, et aussi à créer des défenseurs auxquels les autres clients peuvent s'identifier. Donc des défenseurs, ça veut dire des apôtres du client à l'interne de l'entreprise. Une citation, « J'entends mon équipe dire qu'elle n'a pas besoin de parler aux clients, qu'ils savent mieux que quiconque, mais d'après mon expérience, ils doivent juste poser de meilleures questions. Il y a toujours quelque chose à apprendre lorsque vous avez un client dans la pièce et que vous l'écoutez plutôt que vous parlez. » Alors, quelle est la solution ? Trois éléments. Rendre obligatoire la présence d'un représentant du client à chaque planification. Si le client ne veut pas venir, posez-vous la question. Est-ce que vous faites vraiment de l'importance pour lui ? Deuxième élément clé, demandez à l'équipe de s'engager auprès des clients pendant la planification. Posez des questions. Essayez d'activer les réseaux informels internes pour aller voir ce que pense le client. Ça fait partie du job des collaborateurs aussi, et c'est pas qu'une question de management. Donc, cette quatrième opportunité, c'est de reconnecter l'équipe au client. Donc, vous voyez que ces 4 opportunités, il s'agit de reconnecter l'équipe avec. La première opportunité, c'est de reconnecter l'équipe avec la stratégie de l'entreprise, avec sa mission ou ses valeurs. La deuxième, c'est de reconnecter avec la valeur. Le troisième, c'est de se reconnecter avec la valeur, mais au niveau de comment est-ce qu'on livre la valeur, au niveau du processus. Et puis le quatrième, c'est de reconnecter l'équipe au client. Ça fait en tout 9 propositions pour livrer plus de valeur, que je vous résume. Il y en a 4 qui concernent l'organisation, donc si vous êtes chef de département, directeur, ça vous concerne, et il y en a 5 qui concernent les managers, mais évidemment aussi les collaborateurs. Alors, les 4 qui concernent l'organisation. Rendre les plans stratégiques de l'organisation transparents. Donner aux managers le pouvoir de prendre des décisions budgétaires. Consacrer du temps et des efforts à la création d'une base de référence de Key Value Indicators, ça c'est moi qui l'ai inventé, UKIDA, plutôt que de KPIs, Key Performance Indicators. Essayez de définir des Key Value Indicators. Et puis 4e élément pour l'organisation, rendre obligatoire la présence d'un représentant du client à chaque planification. Si l'équipe ne peut pas avoir accès à quelqu'un pour représenter le client, remettez en question la valeur que ce travail apporte et comment vous pouvez mieux servir le client. S'ils ne viennent pas à cette réunion-là, à quelle autre réunion est-ce qu'ils viendraient, le client ? Et enfin pour les managers, 5 éléments. Donner aux collabs le pouvoir de prendre des décisions en matière de tout, en matière de conception, en matière de processus, etc., etc. Travailler avec la direction pour définir clairement le succès, et donc y compris des KVI, comme on a vu avant. Coacher les collabs pour les aider à tirer de la valeur de la transparence, de l'inspection et de l'adaptation, donc comment est-ce qu'on fait pour contrôler nous-mêmes notre processus, sans qu'il y ait finalement un processus qualité qui vienne de l'extérieur. Coacher les collabs à prêter attention à l'alignement organisationnel plus large et à la transparence qui mène à la valeur, c'est-à-dire comment en tant que collaborateur je peux m'assurer que ce que je fais va dans la bonne direction de l'entreprise, et puis demander à l'équipe de s'engager auprès des clients dans toutes les phases du travail, poser des questions aux clients, intéressez-vous aux clients et à quoi est-ce que vous pouvez leur être utile. Voilà, je trouve cette manière de voir très intéressante et j'espère vous en faire la démonstration que même si vous n'êtes pas agile, eh bien ces idées peuvent vous servir à livrer une meilleure valeur pour vos clients.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.